Corps. Corps à corps. Il faut gagner la bataille des idées. Eh bien, depuis les années 70, avec Alain de Benoît notamment, la droite a fait sienne, comme toujours avec un petit coup de retard d'ailleurs, il faut le dire, l'injonction du communiste italien Gramsci, selon laquelle pour prendre le pouvoir électoral, il faut prendre le pouvoir dans le domaine culturel. Mais le combat est rude. Et finalement, surtout, il dépasse les frontières nationales. Nous ne nous battons plus seulement face à un autre parti politique en France, mais face à une vague massive de destruction identitaire, une vague américanisée, une vague wokisée, une vague globalisée. Nous vivons en réalité un combat civilisationnel. Qui sommes-nous et surtout qui serons-nous demain? Et ceux qui détruisent progressivement notre identité ont gagné la bataille au moins des vecteurs, les GAFAM. Nous ne pouvons, hélas, plus grand-chose face à ces gros vecteurs. Alors, aujourd'hui, quelles sont nos armes dans ce combat et comment pourrions-nous le gagner? C'est finalement la question que je pose à mes deux invités du jour. Romain Maréchal, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes fondateur de la plateforme Épopée. Vous allez nous présenter Épopée dans quelques instants. Puis nous sommes avec David Lépée. Bonjour David Lépée. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Crisis, collaborateur régulier de la revue Éléments, donc je citais Alain de Benoît justement, et de la revue Front Populaire. Et puis vous êtes éditeur du média en ligne Au fil de l'épée. Au fil de l'épée, vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots. Vous proposez des analyses politiques, philosophiques et même érotiques, mais toujours sur cette idée de débat d'idées, David Lépée. Oui, en fait, il s'agit de tout ce que je ne publie pas ailleurs dans les médias auxquels je collabore. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des fonds de corbeille, mais que c'est une ligne éditoriale un petit peu plus éclectique et personnelle, ouais. Voilà, où mes différents centres d'intérêt se retrouvent. D'accord. Romain Maréchal, vous avez fondé finalement relativement récemment cette plateforme Épopée. Avant que vous nous en parliez vous-même, je vous propose qu'on regarde la présentation de cette plateforme. Regardez. La plateforme des amoureux de la France, c'est comme ça que vous la présentez? Oui, entre autres, effectivement. Ouais. Alors, depuis quand existe-t-elle et quel est le projet? Alors, ça fait longtemps que je travaille sur ce projet, ça fait 2 ans maintenant, et en fait, on s'est lancé vis-à-vis du grand public mi-septembre, à peu près en même temps que vous, je crois. Oui. Et donc, voilà, donc on a à peu près la même date de naissance, si je puis dire, vis-à-vis du grand public. Et donc, il a fallu d'abord aller lever des fonds pour pouvoir justement, ce que j'expliquais il n'y a pas très longtemps chez vos confrères, c'est qu'en fait, l'innovation, parce que c'est un projet ambitieux, on est tous d'accord pour faire ce constat, ça passe par 3 étapes. D'abord, c'est impossible, donc là c'est l'étape où on lève les fonds, puis on essaie de convaincre que c'est possible. Une fois qu'on a levé des fonds, on crée une plateforme, et on reste donc on arrive dans la deuxième phase qui est celle de ça marchera jamais. Puis une fois qu'on a passé cette phase et qu'on s'installe durablement dans le paysage, et ben en fait c'était une évidence. Il fallait faire une plateforme de vidéo à la demande qui fait la promotion de la culture française. Ouais. Donc on respecte les étapes les unes après les autres. Donc lever de fonds. Là vous êtes dans l'évidence. Voilà. Alors on y arrive grâce à vous notamment, et je vous remercie pour cette invitation. Effectivement, donc une levée de fonds auprès de ce qu'on appelle d'investisseurs providentiels, business angel. Ensuite, mise à disposition du grand public justement la proposition de valeur, qui est justement cette plateforme des vidéos à la demande dédiée au rayonnement de la culture française. Et enfin, l'élargissement du catalogue, une application et puis, je dirais, des créations de contenus originaux. D'accord. Alors, évidemment, et là, j'élargis le sujet, mais on se dit, la petite plateforme Épopée, que peut-elle face au terrible géant Netflix? Et c'est un peu la question que je posais en introduction, c'est-à-dire que pouvons-nous, nous, petites choses que nous sommes, Toxin, David Lépée et ses différentes revues, et puis Au fil de l'épée, et puis Épopée, que peuvent ces
petits objets, on va dire, ces petits médias face aux monstres qui sont déjà tellement tentaculaires qu'on ne pourra plus lutter en termes de taille. On pourra lutter en termes de contenu, mais pas en taille. Comment peut-on faire pour aujourd'hui gagner face à ces monstres-là? Vous apportez la réponse dans votre question, c'est-à-dire que vous parlez de qualité. En fait, je pense que c'est d'abord ça, la vérité, elle est universelle normalement, et elle doit pouvoir, et la beauté doit justement réussir à faire émerger des projets originaux et ambitieux, quand bien même évidemment le marché peut sembler saturé. Je vais prendre un exemple avec votre média. On a souvent dit que maintenant il y avait une proposition très variée de médias alternatifs. Exactement, oui. Tout à fait. Et vous prouvez encore aujourd'hui que finalement le marché n'est pas saturé et que toute nouvelle initiative peut se développer de manière pérenne. Donc en réalité, moi je pense que si on est partisan de la qualité, on arrivera à émerger dans un univers où effectivement il y a déjà beaucoup d'acteurs. Maintenant, les choses peuvent se précipiter. Personne ne sait ce qui arrivera demain. Ça soulève beaucoup de questions également. Il y a la question de, vous dites, on peut malgré tout susciter finalement des envies. Et susciter des envies, ça veut dire qu'il y a justement une demande. Et la question de la demande est très intéressante finalement. Il y a comme une forme de besoin. Comme on est en France, on va parler des Français, des conservateurs, de retrouver quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs. David Lépée. Oui, la concurrence, elle se situe à plusieurs niveaux. Non seulement, évidemment, il y a une inégalité criante entre les plateformes qui disposent de gros capitaux, comme Netflix, et celles plus modestes, comme celle de votre invité, mais là c'est quelque part c'est malgré tout une espèce de concurrence horizontale parce qu'il s'agit de correspondre à une offre en proposant de correspondre à une demande en proposant une offre, mais il y a aussi la concurrence du service public qui est beaucoup plus étrange et beaucoup plus complexe, complexe, illogique, voire surréaliste à comprendre sur le plan économique, puisqu'elle est complètement presque déconnectée de l'offre et de la demande pour réagir à un système de marché de valeurs, de marché valeurs au sens de valeur de la République, hein. Et voilà, avec un système de redevance, de financement, et ça c'est complètement différent. Et les grandes plateformes de vidéo à la demande, elles sont tiraillées entre les deux, c'est-à-dire entre un impératif classique au capitalisme, qui est un impératif de rentabilité, donc clair, de répondre à l'offre, nécessité de faire passer un agenda idéologique qui ne correspond pas nécessairement aux aspirations du public. Et je pense que l'atout d'une plateforme comme celle dont nous parlons aujourd'hui, Épopée, c'est peut-être de correspondre plus facilement aux aspirations, non pas seulement, comme vous disiez, d'un public peut-être potentiellement conservateur, mais d'un public beaucoup plus large qui ne se retrouve plus dans ce cahier des charges imposé par le haut. Oui, vous avez raison, j'élargis. Bon, on est obligé un petit peu à un moment donné de mettre dans des cases pour pouvoir commencer une introduction d'un sujet, mais on ne parle pas ici que du camp entre guillemets conservateur. J'ai tout de suite refusé de parler de droite ou de gauche. Vous avez raison de parler de recherche de l'esthétique, d'une beauté, ou parlons même d'une recherche de sens, tout simplement, que peuvent ressentir beaucoup de Français. Et je pense que c'est une des clés de ce que vous apportez et de ce qu'on cherche tous à apporter face. Et vous le disiez, David Lépée, c'est intéressant et je pense qu'il faut qu'on s'arrête là-dessus 2 minutes. Le fait qu'ils soient tiraillés, que ces grandes plateformes, les GAFAM soient tiraillées, parce que elles, en effet, contrairement au service public, ne feront pas donc de toute façon tomber naturellement une idéologie, même si plus personne l'écoute et la regarde. Ils doivent malgré tout remplir un petit peu un cahier des charges économiques également, et c'est pourquoi on a vu récemment, j'en parlais déjà sur cette antenne, le patron de Disney Channel rappeler à l'ordre ses scénaristes en disant on va peut-être un petit peu s'arrêter sur le wokisme délirant, puisque on est en train de perdre en fait notre clientèle, et donc on va recommencer à faire des scénarios qui tiennent la route. C'est vraiment ce qu'il a dit, hein. Donc on voit ce tiraillement en effet là. Bon, on voit quand même que pendant un temps c'était vraiment l'idéologie qui était la première, et on peut se poser la même question sur Netflix également. C'est vrai qu'ils sont quand même rattrapés par le côté économique, et peut-être même que finalement la loi du marché va ramener ces gens-là vers
enfin avoir une forme de bon sens au moins. David Lépée, juste pour finir cette conversation, puis on se retourne. Oui, alors ça c'est vrai que tout est possible. C'est vrai que j'ai tendance à penser que le capitalisme en soi n'est pas, enfin le marché n'est pas woke. Il est pas plus pro woke qu'il est anti woke. Il est juste pro capital. Mais selon les étapes de son développement, ça peut lui arriver de miser sur telle ou telle dynamique à l'œuvre dans la société en fonction de ce qu'il imagine être son potentiel de rentabilité. Et le wokisme, c'est vrai que dans cette perspective, il n'était pas, enfin ou présent, il n'est pas dénué de promesses parce que par son primat individualiste, sa réceptivité au discours des influenceurs, sa logique d'extension illimitée des droits individuels, ou sa tendance à contrecarrer le donné naturel par la marchandise, ce qu'on voit particulièrement, par exemple, dans l'idéologie trans, ça se présente comme du pain béni pour les boutiquiers de toutes sortes, y compris ceux de l'audiovisuel. Un individu wokisé, c'est un consommateur plus qu'un autre, et c'est de consommateurs dont on a besoin si on veut vendre des produits. Mais, vous l'avez dit, visiblement, ce temps-là touche plutôt à sa fin. On a l'impression, en tout cas, il y a eu on a sifflé un peu la fin de la récré wokiste chez ces grandes plateformes. Mais non, Romain Maréchal, vous n'êtes pas d'accord. Alors si, c'est vrai que le capital a cette vertu que si en fait vous répondez pas aux attentes du marché, vous êtes sanctionné. Donc effectivement, Netflix, Disney ont dévissé en bourse lorsqu'il y a eu cette vague de contenu woke. Et donc à ce moment-là, ils ont dû réajuster le tir. Maintenant, je pense que sur le long terme, ça veut pas dire que la bataille est gagnée. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours cette logique de RSE, donc c'est responsabilité sociale et écologique. En fait, c'est la logique selon laquelle les grandes sociétés doivent se soumettre à une certaine idéologie, woke effectivement pour la nommer, grâce à laquelle en fait ils ont une sorte de label RSE qui leur permet ensuite de lever des fonds auprès d'institutions, de grandes institutions et de marchés financiers. Donc peut-être que là ponctuellement, oui effectivement, il y a une accalmie sur la production woke. Maintenant, sur le long terme, la bataille est loin d'être gagnée, quoi. Parlons un petit peu du service public également. Vous en parliez, David Lépée, et le fait que là, pour le coup, on soit complètement en dehors de ces règles-là et que eux, et vous en avez fait les frais avec Libération. Alors, c'est pas des services publics, mais ils sont largement subventionnés et ils reçoivent les subventions publiques. Est-ce que d'abord, vous pouvez nous raconter ce qui vous est arrivé? Et puis alors là, comment fait-on pour mener une bataille qui n'est pas qui est déloyale? Oui. Bon, alors brièvement, ce qui m'est arrivé, c'est que Libération a sorti un article calomniateur à bien des égards, alors que je m'apprêtais à être invité à participer à un colloque contre le wokisme à Paris, à la suite d'une conférence que j'avais donnée devant le Parlement européen. La conférence a été annulée sous pression et j'ai porté plainte car en plus dans cet article il y avait des révélations d'ordre privé sur ma vie personnelle et le procès aura lieu le mois prochain. C'est un exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Il s'agit effectivement pas de service public, mais à mon avis c'est tout comme parce que la perfusion sous laquelle vit la presse et les médias et les médias mainstream en général s'apparente à une forme de dialyse financière de la part de l'État, c'est-à-dire de la part du contribuable. Et ces gens-là se sentent pousser des ailes parce que cette espèce de sécurité qui est une sécurité financière, une sécurité de l'emploi, leur donne l'impression qu'ils peuvent dire tout et n'importe quoi en se souciant non seulement en méprisant non seulement la déontologie, la vérité, ce genre de choses un petit peu passées de mode, mais également en se fichant de déplaire au public et de le prendre à rebrousse-poil, puisqu'il y a quand même ce sentiment très partagé dans les journalistes de ce secteur-là d'un sentiment antidémocratique, antipopulaire, anti-France, donnez-lui le nom que vous voulez. Et ça, c'est embêtant. Je ne dis pas qu'on doit être soumis aux fluctuations de l'intérêt du public, mais déjà, il y a l'intérêt public tout court qui serait pas mal de prendre en compte. Et je serais assez heureux de voir que des journalistes embrassent cette profession aussi parce qu'ils ont un certain amour de leur peuple ou de leur culture, ce qui semble pas être le cas dans la majorité des cas. Oui, ce qui est sûr pour reprendre Libération, c'est qu'on a l'impression qu'ils s'acharnent à penser contre le peuple, finalement. Ouais, exactement. Et deuxième chose sur Libération qui est intéressante, c'est un exemple qu'on prend, mais qui nous permet de comprendre le système. Et justement, pour reprendre ce combat culturel, comment le gagner? Il y a non seulement cette dialyse financière, j'aime beaucoup votre expression, mais il y a cette distribution du magazine encore de manière automatique dans les aéroports, dans tous les grands sièges d'entreprise, etc. Et on se demande finalement, alors qu'en fait plus personne n'achète Libération. Je crois que le décalage entre l'achat et puis justement la subvention est le plus important est celui de Libération justement. Donc il y a cette distribution, on va dire automatique, qui permet de donner encore une impression de
d'importance d'aura de ce magazine qui finalement n'est pas du tout égale à celle que pourraient avoir des petites plateformes, Épopée, Tocsin, etc., qui sont beaucoup moins connues, mais qui en fait touchent beaucoup plus de monde en réalité. Donc c'est vraiment cette dichotomie encore, David Lépée. Oui, c'est vrai que c'est un exemple de cette perfusion où on gonfle artificiellement les chiffres. Je pense vraiment, je suis très peu libéral dans mes idées économiques, à une exception près. Je pense que ce marché des médias, autant papier qu'audiovisuel, gagnerait à être libéralisé. Alors évidemment, après, quand on libéralise, ça donne aussi des choses comme Netflix, c'est vrai. Mais ça fait partie du jeu dans la mesure où ils ont le droit d'exister, on a le droit de les critiquer, on a le droit aussi de démonter les montages financiers qui sont derrière. Mais au moins, ça s'inscrit dans une espèce de concurrence. Je veux pas dire qu'elle est saine parce qu'elle est extrêmement inégale, mais elle est quand même, elle laisse un petit peu plus d'espérance qu'un marché complètement bloqué par l'État et qui plus est financé par nous-mêmes contre notre gré. Parce que je vois la France de l'extérieur. Je connais pas bien le système de subvention, mais si je me souviens bien, il s'agit plus d'une redevance directe, mais d'une redevance qui est diluée à travers une autre taxe, donc beaucoup plus discrète, beaucoup moins contestée, mais toujours présente. Vous me corrigerez si je me trompe pas. Oui, mais alors du coup, vous qui travaillez dans plusieurs revues, et puis dans votre blog, votre média en ligne, Au fil de l'épée, comment voyez-vous la solution finalement face à cette rupture d'égalité ? Alors, aujourd'hui, j'ai l'impression que la solution, elle vient plutôt de propositions comme celle de votre autre invité. Moi, je ne suis pas un entrepreneur dans ce secteur-là. Je ne suis qu'un auteur. La solution, c'est de reconquérir du terrain en continuant de faire du travail de bonne qualité, en organisant des levées de fonds, comme pour le projet dont nous parlons aujourd'hui. Je pense que ça, c'est prometteur, et en essayant de tenir tête aux mastodontes du système. Donc rien de complètement révolutionnaire, si ce n'est accentuer le mouvement déjà en place, parce qu'il faut quand même remarquer, vous en êtes aussi l'exemple sur cette antenne et avec l'ouverture d'Internet de manière générale, qu'il y a une multiplication des médias d'opposition et on a un double mouvement. On a un mouvement, je dirais, négatif, qui est le fait que les grands médias se sont crispés, resserrés, ont sombré dans une dérive clairement autoritaire et liberticide. C'est vrai davantage qu'il y a 20 ans. Que Libé, Le Monde, Le Figaro, enfin tout, c'est beaucoup plus fermé qu'il y a 20 ans. En revanche, à côté et en périphérie, il existe davantage de voies possibles et qui sont financièrement plus accessibles parce qu'elles passent par la bande passante et non pas par des impressions papier ou des achats de concessions. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Je ne sais pas lequel des deux phénomènes l'emportera sur l'autre, mais aujourd'hui, la crise des médias, c'est pas simplement une crise du support traditionnel, c'est aussi un effet de cette concurrence. Alors, on la retrouve pas toujours nous-mêmes en espèces sonnantes et trébuchantes, parce que la concurrence que nous représentons est quand même souvent, il faut bien le dire, gratuite et bénévole, mais elle représente une audience. Et je pense que les différentes chaînes YouTube, les différents médias en ligne ont contribué à affaiblir la base traditionnelle des médias de grand chemin. Oui, tout à fait. Sauf que là, ce que vous décrivez, c'est en fait deux mondes parallèles qui ont du mal aujourd'hui à se retrouver. Romain Maréchal. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord sur le constat. Effectivement, ces grands médias, ces grands labels, en fin de compte, qui vivent aujourd'hui de subventions, n'ont plus de public. Qui se mentent à eux-mêmes, finalement. Je sais pas. En tout cas, ils sont très contents parce qu'ils continuent de vivre et de payer leurs journalistes, allègrement. Et si nous avions ne serait-ce qu'un dixième des moyens qu'ils ont, mais c'est incroyable en termes d'écho qu'on pourrait avoir dans la société, parce que la société, Alors, il y a quand même un effet Bolloré aussi qu'on peut souligner, ce qui fait que là, on est dans un... Alors, on est... allez-y, dites-moi ce que vous pensez. Non, mais sur Bolloré, c'est intéressant. Après, c'est assez récent, mais c'est je dirais c'est récent et on va dire que la ligne est limitée sur certains sujets. Mais... Oui, après, il y a l'effet Bolloré, mais tout le monde pensait que ça aurait des conséquences sur la présidentielle, et puis finalement, non, ça n'a pas empêché. Donc, comme quoi, en fait, l'information, c'est intéressant. C'est un levier très important. C'est évidemment un front qu'il faut occuper en permanence, mais ce n'est pas le seul, en fait. Et donc, du coup, fort de ce constat des conséquences de l'élection présidentielle, il faut aussi penser au sein du camp souverainiste, patriote, conservateur, enfin, on l'appelle comme on veut, mais en tout cas du camp de la vérité, au moins, si je puis dire, réussir à réfléchir justement à d'autres leviers qui permettraient de continuer de convertir et de convaincre l'opinion publique, et
c'est pour ça que forcément je prêche pour ma paroisse, mais je suis sûr que David Lépée sera d'accord avec moi, qu'il faut justement développer aussi, reconquérir cet imaginaire collectif via des œuvres de fiction notamment. Alors c'est très intéressant en effet, vous dites d'autres leviers, et vous faites très bien de parler de fiction, Romain Maréchal, parce que finalement ça imprègne d'une certaine façon, c'est comme un terreau qui imprègne et qui permet à une plante de pousser plutôt dans un sens ou dans l'autre. Et très souvent on cite Gramsci, mais de manière très, limitée par rapport à son étude. Et il faut savoir que Gramsci a parlé de combat culturel, mais pour lui le combat culturel s'étendait justement au travail sur d'abord, il parle de sens commun. Il faut travailler le sens commun. Donc, il voulait prendre l'agrégat entre guillemets populaire et tenter de le former pour aller dans un sens. Et puis le travailler par exemple sur le folklore. Que le folklore aille dans le sens de son combat. Même qu'il fallait imprégner la philosophie, les sciences, les religions évidemment. Et puis le sens commun, je l'ai dit. Donc finalement, on voit que c'est beaucoup plus large que seulement gagner la bataille de telle et telle revue et de telle et telle plateforme. Et c'est là où je rejoins ce que vous dites sur le fait que même une fiction peut être intéressante dans ce combat. C'est beaucoup plus large et le combat doit être un peu partout. Exactement, non, mais je suis 100% d'accord avec vous. D'ailleurs, on le constate là depuis ces dernières années, la multiplication d'initiatives, parfois même qui nous sembleraient cannibalisantes, si je puis dire. Et en fait, c'est absolument pas le cas. Chacun arrive à développer son activité, à trouver son public, etc. Et pour moi, la somme de tous ces publics, la somme de toutes ces initiatives, à terme, nous permettra justement de faire jaillir la vérité. Donc, non, moi je suis... Même entrepreneurial d'ailleurs. Hein. Mais évidemment, moi si je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'est parce que c'est ce qui correspondait le plus au vu de ma personnalité à ma forme d'engagement, à la forme d'engagement que je voulais incarner. Mais ça aurait très bien pu être dans les médias, ça aurait pu être très bien pu être en politique, etc. Ça ne me correspondait pas. Et je trouve que justement, on manque aussi parfois peut-être un peu de figure entrepreneuriale. Et c'est pour ça justement que j'ai voulu me lancer dans cette voie-là. Oui. Est-ce que c'est pas un défaut entre guillemets de ce camp, David Lépée, c'est toujours difficile de ranger tout le monde dans un camp, mais on a toujours, j'ai l'impression, un coup de retard par rapport, par exemple, à Mai 68 qui avait réussi à infuser dans beaucoup de domaines associatifs, culturels, musicaux également. Et nous, finalement, il nous faut beaucoup de temps pour réagir à tout ça. Est-ce qu'on n'a pas toujours un coup de retard ? Il y a peut-être un petit peu de purisme et de méfiance justement par rapport aux initiatives entrepreneuriales. Ça c'est vrai. Il y a un bon bouquin qui est sorti récemment à la Nouvelle Librairie d'Hubert Calmette qui s'appelle Le marketing dissident, qui est écrit par un spécialiste du marketing qui voudrait mettre ses idées au service d'autres combats, de combats populaires. Oui, il y a sans doute de ça, et surtout quand ensuite selon la profession ou la spécialité que vous exercez, il y a un savoir-faire qui manque, et c'est pour ça qu'on apprécie dans tous les médias dont on parle d'avoir non seulement des entrepreneurs, mais aussi des gens responsables, spécialistes de levée de fonds ou de financement de projets. Il faut mettre, comme disait Marx, de chacun selon ses capacités et à chacun selon ses besoins et ses talents. Donc chacun a sa place pour essayer de faire le boulot au mieux, quoi. Oui, c'est vrai, mais j'ai l'impression que justement il y a comme eu un défaut de notre camp. De peut-être trop catégoriser chaque combat et de se dire que son entreprise n'était pas faite pour être le vecteur de ses idées, etc. Je suis totalement d'accord avec vous sur le constat. Effectivement, on a un peu les défauts de nos qualités, c'est-à-dire qu'on veut tellement chercher la perfection, tellement chercher le vrai, etc., que forcément on regarde un peu en chien de faïence les failles justement des nouvelles initiatives de notre camp. Et en fait, parfois on gagnerait effectivement à se soutenir davantage les uns les autres et à laisser sa chance au produit. Hein, pardon pour le slogan marketing, mais c'est un peu ça l'idée, c'est-à-dire qu'en fait, essayons d'apporter chacun de l'entraide et de la visibilité. Et ce que vous faites aujourd'hui, d'ailleurs, une fois de plus, je vous remercie pour votre invitation, parce que justement, pour moi, c'est ça le rôle d'un bon média, c'est de donner de la visibilité à tout projet qui va dans le bon sens. Alors, on va reparler de cette recherche de sens, puisque justement, je le disais au départ, je pense pas qu'on puisse parler seulement de camp de droite ou de camp de gauche, mais plutôt d'une frange de la population qui aujourd'hui ne se retrouve plus dans ce qu'on nous raconte tous les jours et qui cherche autre chose. Et j'ai trouvé ça intéressant, Romain Maréchal, justement, dans votre
c'était pas dans le teaser, mais dans une présentation que vous avez faite de vous-même. Finalement, vous êtes parti en Australie, je crois, vous êtes revenu, et vous avez eu comme d'un seul coup, vous avez compris peut-être quel était aussi le rôle que vous vouliez vous assigner, et finalement le sens que vous souhaitiez donner à votre vie, et l'amour que les autres portaient, ou le regard que les autres portaient sur la France. Et c'est là que vous avez compris à quel point il était important aussi de l'intégrer soi-même. Exactement. En fait, j'ai constaté ce déficit de confiance en soi que pouvait avoir une certaine partie de la population française, alors que je pense que nous avons une histoire qui est particulièrement singulière dans le Concert des Nations, avec une formidable épopée qu'est le roman national. Et en fait, il a fallu que je prenne du recul, que je parte en Australie effectivement à 17 000 km à vol d'oiseau de Paris pour réaliser la chance que j'avais de vivre en France, et surtout l'image, l'écho que pouvait avoir notre pays à l'international. Donc effectivement, de retour d'Australie, j'ai réfléchi longuement à ma manière de m'engager. Et pour moi, le combat, c'est de faire réaliser aux Français, justement, qui sont la chance qu'ils ont d'être ce qu'ils sont, et d'arrêter parfois de s'excuser, parce qu'il y a eu toute une dynamique dans les années 70, notamment, ça concerne les années 70, ça a continué après, avec d'initiatives telles que Touche pas à mon pote et autres, où justement, il a fallu détruire ce côté chauvin, ce côté justement parfois un peu belliqueux que pouvaient avoir les Français, mais qui fait partie de leur caractère, et pour justement c'est ça, non mais exactement, mais c'est ce qui fait notre génie aussi, hein. Il faut en être fier. Et donc toute cette la figure du beauf qui est arrivée aussi, vous voyez, toute cette petite gauche intellectualisée, on parlait de Libération notamment, ou entre autres, c'est-à-dire qu'ils sont cette volonté de casser systématiquement l'image de la France et du français lui-même, et donc du coup qui crée, je suis pas psychologue, mais les conséquences me semblent logiques. C'est un peuple qui parfois peut être un peu désespéré, en déshérence, et c'est là où nous, notre devoir, journalistes, politiques et même intellectuels, artistes, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes, moi j'en côtoie de plus en plus justement grâce à ce projet, de redonner de la force à ce peuple millénaire. Un message de fierté. Exactement. Oui, et ça va tout à fait dans le sens du Puy du Fou. Retrouvons nos racines, soyons-en fiers. Et on voit, là on revient sur notre histoire d'offres et de demandes, on voit qu'il y avait une demande énorme, et que maintenant c'est un modèle qui s'exporte. Il est présenté, je crois, en Chine, en Russie, c'est sûr. Donc on voit que finalement il y avait un besoin face à cette destruction. Tout à l'heure je disais, on n'est pas que dans une bataille de partis, et surtout une bataille nationale. On est aussi vraiment sur une destruction qui est même au niveau mondial, hein. Je pense que beaucoup de pays souffrent, d'où d'ailleurs l'émergence des BRICS aussi aujourd'hui, cette réaction forte, parce que beaucoup de pays souffrent de cette on va dire américanisation pour banaliser le mot, mais de cette uniformisation, en tout cas d'identité, qui fait que tout le monde perd ses repères en fait. Et face à ça, le Puy du Fou, qui rappelle des racines, qui rappelle un roman historique, tout comme Épopée, va tout à fait dans ce sens-là. David Lépée. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas oublier justement que vous parlez d'américanisation, je préciserai en parlant de déconstruction, pour parler du contenu idéologique qui est derrière tout ça, est un phénomène qui est tout à fait limité géographiquement à une partie du monde occidental, mais cette espèce de reprise en main identitaire de l'audiovisuel, de la fiction, du divertissement, du spectacle. Vous parlez de la Chine, que je connais un peu, on la trouve beaucoup en Chine, à la télévision, au cinéma, c'est quelque chose de très impressionnant par rapport justement à cette reconquête du patrimoine et du roman national, on pourrait dire, que ce soit pareil en Inde, dans les pays arabes, en Russie, bien sûr, dans le monde slave. Il n'y a guère qu'en Europe de l'Ouest que ça fasse exception, et que nous délivrions le message inverse. Mais tout ça pourrait assez rapidement changer. L'exemple du film Vaincre ou mourir, que je n'ai pas encore vu, mais dont j'ai pu, disons, apprécier le succès populaire qui m'a beaucoup impressionné, à mon avis, révèle face aux critiques terribles, d'ailleurs, parlons-en dans Libération. C'est toujours les mêmes. Toujours, oui, c'est une boussole inversée assez efficace. Mais même en parlant de films beaucoup moins politiques, qui sont parus les 20 dernières années, d'Amélie Poulain à Bienvenue chez les Ch'tis, qui ne sont pas forcément des chefs-d'œuvre immortels, mais qui portaient en eux quelque chose qui a plu au grand public, parce qu'il y avait une sorte de réconciliation avec quelque chose de la France.
avec la province, avec la France périphérique, avec les classes populaires, qui pour une fois n'étaient pas, comme vous l'avez dit dans votre exemple du beauf, qui pour une fois n'étaient pas pointés du doigt, moqués, diabolisés. Et ça, c'est un premier pas extrêmement important. Les gens ont envie de voir ça, ont envie de savoir qu'éventuellement peut-être ils payent pour ça et pas pour une entreprise masochiste qui leur revient comme un boomerang dans la figure. Dès lors, si on part, c'est fondamental cette question de l'offre et de la demande, si on part sur la captation d'une demande et qu'on arrive à rétablir des circuits logiques et sains, tous les espoirs sont permis, je pense. Oui, tout à fait. On va rester d'ailleurs sur une note d'espoir pour conclure, et parce que c'est bientôt Noël. On parlait tout à l'heure du réveil, entre guillemets, parce que je pense que tous ces pays ont pu tanguer par moments sur ces questions d'uniformisation de l'identité, d'une forme d'américanisation. On voit, je ne dis pas qu'on est là pour saluer ces pays-là, mais seulement pour saluer l'effet qu'ils pourraient produire chez nous. La réaction, on va dire, anti-Occident qui est en train de s'opérer. On a cité les BRICS, donc en Russie, en Chine, en Inde notamment, et puis même dans les pays maintenant d'Amérique latine, peuvent aussi permettre une force qui vienne battre la vague wokiste américaine que nous subissons également. Donc on pourrait éventuellement profiter de cet effet-là. Et ce sera ma dernière question, Romain Maréchal. Donc sur l'espérance, je reprends l'exemple du Puy du Fou, c'est un formidable exemple. Vous parliez justement de la concurrence américaine de ces mastodontes. Le Puy du Fou, en partant de ruines, aujourd'hui, c'est 2,5 millions de visiteurs. Donc comme quoi, avec de la volonté et des hommes, on y arrive. Ça, c'est pour la note d'espérance. Effectivement, ce qu'il faut rappeler à nos auditeurs, notamment, c'est que la bataille culturelle est une bataille de longue haleine. On n'est pas dans l'immédiateté d'une élection ou d'une actualité prenante. On n'est pas sur un seul terrain. Voilà, exactement. On n'est pas sur un seul terrain. Et donc, c'est pour ça qu'il faut voir le temps long. La France a vécu des périodes très difficiles, parfois même plus difficiles que celles que nous vivons. Et donc, du coup, il faut garder cette espérance propre à Peggy, justement, en cette période de Noël. Il faut aller lire cette petite fille Espérance. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que avec de la bonne volonté et des initiatives ambitieuses, on va réussir sur le long terme justement à convaincre et à développer justement, à faire jaillir la vérité. Donc vraiment, je suis moi convaincu dans ma dynamique qu'on y arrivera et qu'il faut simplement être à la tâche et continuer d'avancer. David Lépée, vous voulez rajouter un mot ? Ah non, j'adhère complètement à ça. Je repensais à une phrase d'Alain Benoît qui disait que Christophe Colomb a découvert l'Amérique il y a un peu plus de 500 ans. Le moment est venu pour l'Europe de l'oublier et de se redécouvrir elle-même. Il disait ça en 2002. Si le reste du monde est en train de faire ce processus, je vois pas pourquoi nous, malgré l'inféodation de Bruxelles à Washington, ne pourrions pas en passer par là. En tout cas, c'est ce que je souhaite et je profite pour terminer pour saluer le projet Épopée que je découvre aujourd'hui, qui me semble très prometteur et j'espère évidemment que le public sera nombreux à se tourner vers cette alternative et à l'encourager. Merci à vous, David Lépée. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la revue Crisis, collaborateur régulier des revues Éléments et Front Populaire, et puis éditeur de ce média en ligne Au fil de l'épée. Romain Maréchal, donc on parle de cette plateforme Épopée que vous avez fondée. Est-ce que vous pouvez nous redonner peut-être les références pour qu'on puisse vous retrouver ? Ah oui, tout simplement sur internet. Donc vous tapez épopéfilm.com, épopéfilm au pluriel.com, et là vous retrouverez justement donc toutes les informations utiles, que ce soit pour retrouver le lien de nos réseaux sociaux, vous abonner, repartager nos initiatives et surtout vous abonner à la newsletter afin d'être tenu informé des évolutions du projet. Eh bien, c'est bien noté. Merci beaucoup à vous, Romain Maréchal. Merci pour votre invitation. Merci à vous tous et merci à vous, chers auditeurs. Vous continuez de relayer, justement, vous l'avez compris, on cède entre médias, plateformes alternatives et surtout pour faire émerger au moins une forme de discours différent que celui qui est porté par les grands médias ou par les grandes plateformes, par les GAFAM, et c'est notre rôle. Et vous voyez, comme vous le voyez, c'est sur différents terrains et même le terrain entrepreneurial également. Il faut parler de tous ces projets.